Bonjour à toutes et tous. La 7e semaine de confinement commence. Presque 50 jours que nous sommes coupés du monde, que notre économie est à l'arrêt ou presque. L'épidémie du Covid-19, virus inconnu en décembre dernier, nous prive aujourd'hui de notre liberté d'aller et venir à notre guise et nous empêche d'exercer notre métier comme jamais un événement ne l'avait fait depuis 1940. Alors les chefs d'entreprise essayent de s'organiser. Ils ont depuis longtemps déposé des dossiers d'activité partielle, ont finalisé leur plan de trésorerie pour demander un PGE. Les dispositifs proposés par l'État pour garantir la poursuite des activités sont donc largement utilisés. Mais pour de nombreux secteurs, cela n'est pas suffisant. Au début du confinement, 80% des PME étaient fermées. Au fil des semaines, les entreprises réouvrent, proposant des dispositifs de sécurité à leurs collaborateurs et leurs clients pour garantir leur santé et ainsi reprendre une petite partie de leur activité et contribuer à relancer la chaîne économique d'un pays en panne de flux. Cela ne se fait toujours pas sans heurts. Nous avons reçu des témoignages de dirigeants, nombreux, qui rencontrent des difficultés plus complexes. Certains de leurs salariés appréhendent de reprendre le chemin du travail. Angoisse des transports, peur de la maladie, du contact des autres, peu importe leurs raisons. Pourtant, dans 2 semaines maintenant, une nouvelle page va s'ouvrir, celle de l'après-confinement. Dans cette préparation, les pouvoirs publics peinent à donner une vision et des règles précises sur lesquelles les dirigeants pourraient s'appuyer. Et de nombreuses incohérences sont pointées du doigt, apportant son lot de confusion à une situation inédite. Le Premier ministre a cet après-midi essayé d'apporter des précisions. Les horaires décalés, télétravail conforté jusqu'au 2 juin, transport public extrêmement régulé, règles locales validées par le préfet. Ces dernières annonces sont-elles réellement éclairantes pour garantir le redéploiement de nos entreprises? Sans compter qu'à n'importe quel moment, une menace de reconfinement peut être déclarée. Cette période de l'après, comme on dit, se prépare depuis plusieurs jours dans nos entreprises. L'impact de cette crise n'est certes pas le même selon la taille et le secteur d'activité des sociétés. Et ce sont bien tous les dirigeants qui devront aller au front pour définir de nouvelles règles du jeu et être rassurants pour leurs collaborateurs. Car c'est le véritable sujet d'aujourd'hui, car le véritable sujet d'aujourd'hui, est celui de la reprise. Comment, en tant que dirigeants, nous nous y préparons? Quelles sont les priorités sur lesquelles se concentrer? Comment remettre en marche son outil de production? Peut-il, doit-il, comme avant? Ne faut-il pas repenser l'ensemble des modes opératoires dans nos entreprises? Quelle communication doit-on mettre en place pour être rassurant vis-à-vis de ses salariés? Et quel accompagnement leur proposer? Leurs attentes, sur le plan sanitaire bien sûr, mais pas que. Une chose est sûre, le code a changé. Ces questions autour de l'après 11 mai nous sont posées depuis quelques semaines. Chez Boss to Boss, nous avons décidé que cela nécessitait d'organiser un webinaire. Ce webinaire, afin de réunir des dirigeants du territoire aux profils et expériences bien différentes pour débattre des stratégies qu'ils ont adoptées dans leurs entreprises et quel regard ils portent sur cette sortie de confinement qui reste encore très floue pour bon nombre d'entre nous. Ce Meetup Café du Boss 4 sera animé comme les 3 premières éditions par Florence Lenevé, rédactrice adjointe de la lettre API. Florence, je te transmets le témoin. J'ouvre mon micro, ce que j'avais omis de faire juste avant et ce à quoi il faudra que vous pensiez tout à l'heure. Merci Sébastien pour ces premiers mots d'introduction. Effectivement, on est là pour parler de l'après confinement, donc de l'après 11 mai, même si déjà les entreprises, certaines, ont repris une activité plus ou moins importante. Pour parler de ces questions-là, on a ce soir autour de nous en ligne, en visio, 6 intervenants. Alors vous n'en verrez que 5 pour l'instant. Il y en a un qui va nous rejoindre tout à l'heure. Avec nous, Marivonne Leroc-Nocera. Vous êtes adhérente du groupement des mousquetaires et vous dirigez un intermarché à Arzon, dans le Morbihan, un intermarché qui emploie 25 salariés. Avec nous, Patrice Berg, vous êtes le gérant d'ABC Pliage à Nantes, une PME de la métallurgie de 18 salariés. Pascal Bahuot, vous êtes le président de CIB, une cinquantaine de salariés à Saint-Nazaire, une société spécialisée dans l'aménagement d'espaces professionnels, principalement dans le secteur du retail, et je le dis parce que ça a toute son importance, de l'automobile et de la banque assurance.
Yves Gillet, vous êtes le président du groupe Kéran à Nantes, c'est près de 600 salariés et vous êtes un groupe d'ingénierie indépendant spécialisé en aménagement, urbanisme, environnement et infrastructure numérique. José Oléron, vous serez ce soir notre experte pour aborder l'aspect psychologique des choses, puisque vous êtes psychothérapeute avec à la base une formation de médecin urgentiste puis médecin généraliste. Et donc, on aura avec nous Paul-Henri Dubreuil qui est mobilisé sur une autre visio actuellement, mais qui va nous rejoindre. Paul-Henri Dubreuil, président du directoire du groupe Dubreuil à Belleville-sur-Vie, groupe vendéen diversifié avec plusieurs métiers, principalement dans la distribution, mais aussi dans le transport aérien, et un groupe qui emploie aujourd'hui 4500 salariés avec différentes problématiques pour lui. Alors voilà pour les présentations et je vais commencer avec vous, Pascal Bahuot. Donc je vous invite à rebrancher votre micro si vous l'aviez coupé. Je vois que c'est tout bon. Alors, est-ce que quand le Premier ministre Édouard Philippe a parlé de cette sortie du confinement, de cette date du 11 mai, ça a été une date, un moment important pour vous, ou est-ce que vous étiez déjà dans les starting blocks, déjà prêt pour redémarrer? Non, c'était pas une surprise et on est prêt, on se prépare depuis de nombreux jours. On sait qu'on va devoir vivre avec ce Covid-19 pendant encore de nombreuses semaines et de nombreux mois probablement. Donc on s'y prépare et pour le moment, notre priorité numéro 1 dans l'entreprise, c'est d'abord de penser à la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Puis dans un deuxième temps, ça paraît un peu bizarre quand on est dirigeant d'entreprise, c'est de penser à son activité. Mais pour le moment, ma préoccupation première, c'est comment on réorganise le travail, comment on essaye de retrouver un rythme de croisière à partir du 11 mai en faisant attention à la santé et à la sécurité de nos collaborateurs. Alors justement, j'ai envie de dire, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Est-ce qu'il y a un cadre très précis qui va vous permettre d'avancer en toute sécurité et de préserver la santé de vos collaborateurs? Alors en toute sécurité, oui. Avec un risque zéro, je pense que ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Donc on travaille en effet depuis quelques jours sur un plan de poursuite d'activité. On est en train de le documenter. On travaille avec différents collaborateurs. Il y a beaucoup de choses à faire, ou il y aura beaucoup de choses à faire dans peu de temps, parce que le 11 mai, c'est dans quelques jours. Donc, on travaille sur ce plan. Ça va nécessiter de reformer, de former nos collaborateurs aux gestes barrières, aux mesures d'hygiène, parce que beaucoup ont quitté l'entreprise dès le premier jour de la mise en confinement pour travailler de chez eux, en télétravail. Certains sont aussi au chômage partiel parce que notre activité a fortement diminué ces derniers jours. Et donc, il va falloir réapprendre à travailler dans nos locaux, mais on a bien entendu le Premier ministre tout à l'heure qui nous dit qu'il faut privilégier le télétravail, donc c'est ce qu'on va faire. On va garder le maximum de personnes chez eux. On sait qu'il faudra aussi écouter chaque collaborateur, parce qu'on a des messages de nos collaborateurs qui sont très variables. Il y a des gens qui nous disent « moi j'en ai marre d'être chez moi et j'ai vraiment envie de revenir travailler au bureau ». On en a d'autres qui nous indiquent, là j'ai reçu déjà quelques mails cet après-midi, qu'ils ont de la difficulté à reprendre le travail compte tenu de la garde de leurs enfants. Certains s'inquiètent des transports en commun. On a un certain nombre de collaborateurs qui viennent travailler en transport en commun et ils sont inquiets de voyager en train ou en bus. Certains expriment aussi une santé un peu fragile et ont peur de revenir travailler au bureau. Donc, nous, on a la chance d'être une PME. Donc, on va essayer de tenir
compte de chaque personne pour relancer notre activité. On a deux profils de collaborateurs dans l'entreprise, des collaborateurs qui sont au bureau et puis les collaborateurs qui vont sur le terrain, dans les points de vente de nos clients. Pour ceux qui sont au bureau, comme je le disais, on va maximiser le télétravail, au moins jusqu'au mois de juin, pour appliquer ce que vient de nous demander de faire le Premier ministre. On va essayer de diminuer la présence simultanée de collaborateurs. On va essayer quand même de faire revenir par petits groupes à partir du 11 mai. On a des locaux qui sont d'environ 800 mètres carrés. Donc on se dit qu'on va essayer de maximiser le nombre autour de 20 personnes en présence simultanée. On a entrepris un réaménagement des espaces de travail pour limiter les occasions de contact et maximiser la distanciation physique des collaborateurs. Donc ça, c'est en cours. Et puis, pour les collaborateurs qui vont sur le terrain, ils sont dans les points de vente de nos clients ou dans les sièges sociaux de nos clients. Là, on est en train de travailler client par client. C'est vraiment un travail au cas par cas. On va se mettre d'accord avec chaque client sur les process, parce que intervenir dans une concession Peugeot, dans un magasin Yves Rocher, dans une agence bancaire de la Société Générale, dans un magasin Intermarché qui est un de nos clients, et bien évidemment, c'est des profils de points de vente qui sont différents, avec des contraintes différentes. Donc, on est en train d'étudier au cas par cas comment on va pouvoir envoyer, entre guillemets, nos collaborateurs sur le terrain, parce qu'on a cessé, depuis le début du confinement, tout travail chez nos clients. Le seul travail qu'on ait gardé, c'est du travail au bureau, et donc on télétravaille, mais tout le travail de terrain, on l'a complètement arrêté. On envisage de le redémarrer à partir du 11 mai. Alors, on va se faire vraiment étape par étape, évidemment. J'ai bien entendu que vous alliez essayer de conserver du télétravail jusqu'à fin mai, conformément aux recommandations du Premier ministre. Pour autant, vous avez quand même le souci de faire revenir vos salariés dans l'entreprise. C'est important pour les remettre en dynamique? Pour les remettre en dynamique, pour recréer du lien entre nous, pour satisfaire des demandes, des collaborateurs qui vraiment sont un peu usés, fatigués par ces 7 semaines de confinement et qui expriment le besoin de revenir travailler au bureau. Donc pour toutes ces raisons, oui, on va refaire venir des collaborateurs. On a gardé 3-4 personnes sur le site chaque jour au maximum. On va essayer petit à petit d'envisager de revenir à une vingtaine de personnes au maximum, alors qu'en vitesse de croisière, on est plutôt entre 40 et 50 collaborateurs dans les bureaux. Oui, histoire de faire monter en régime progressif, histoire que chacun s'approprie les gestes barrières, les nouvelles habitudes, la nouvelle organisation. C'est ça l'idée? C'est exactement ça, oui. Tout à fait. Et vous, en tant que chef d'entreprise de PME, vous êtes aujourd'hui dans quel état d'esprit? Vous êtes plutôt confiant? Vous avez envie de relancer la machine? Ah oui. Alors, impatient, confiant, absolument. J'ai la chance de diriger une entreprise qui est en bonne santé, qui a fait des bons résultats ces dernières années, qui avait fait aussi un bon premier trimestre 2020. On a des clients qui nous sont fidèles, qui expriment l'envie de continuer les projets qui avaient été initiés depuis quelques semaines ou quelques mois. Donc, oui, on est confiant. Moi, je suis confiant sur le court moyen terme. Je suis un peu plus inquiet sur l'horizon 18-24 mois. Est-ce que nos clients vont relancer de nouveaux projets en 2021-2022? C'est la question que je me pose. Moi, je suis pas inquiet sur le redémarrage à court terme, probablement à l'horizon du mois de septembre.
je pense qu'on va retrouver une activité à peu près au niveau de celle qu'on a quittée au mois de mars. En tout cas, je l'espère. Moi, je suis confiant qu'à l'automne, on retrouve une activité du même niveau. Par contre, est-ce que nos clients relanceront des nouveaux projets en 2021? Ça, c'est la grande inconnue. Parce que je pense que pour lancer des projets, il faut avoir confiance. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui que les chefs d'entreprise aient beaucoup confiance dans l'avenir pour le moment pour lancer des projets, mais dans le réaménagement des points de vente. Donc, ça nécessite que nos clients aient confiance pour investir dans des projets souvent importants de rénovation de leur magasin. Oui, et vous êtes surtout inquiet sur la partie retail, hein, parce que là, on a été complètement à l'arrêt, on ne sait pas trop comment ça va redémarrer, comment les commerces vont pouvoir rouvrir et accueillir les clients avec le respect des gestes barrières, c'est ça? Absolument, absolument. On a des clients qui sont dans la mode, qui sont dans le textile. Pour en citer quelques-uns, des gens comme Yves Rocher ou comme le groupe Eram, qui ont complètement fermé leur point de vente, qui nous indiquent qu'ils vont sans doute mettre quelques semaines à tous les rouvrir et qui ne sont pas forcément très confiants que les consommateurs vont instantanément revenir acheter leurs produits dans leur magasin. Alors évidemment, c'est variable. La grande distribution est restée ouverte. Madame Laurent Nocera nous en parlera tout à l'heure. Mais on est aussi dans le milieu de la banque et de l'assurance qui a gardé la plupart de ses agences ouvertes, où là, les projets restent d'actualité. Et on travaille aussi pour des réseaux automobiles. Là, peut-être Paul-Henri Dubreuil nous en parlera. Mais par exemple, le groupe PSA est un gros client de notre entreprise. La plupart des concessions Citroën, Peugeot, Opel ou DS sont fermées. Il y a quelques agents qui ont gardé leur point de vente ouvert, mais les projets de rénovation de ces points de vente probablement aussi vont être mis en attente pendant quelques mois. Donc si je résume, vous êtes en dynamique, voilà, vous êtes en dynamique, vous avez envie de redémarrer, mais il y a encore pas mal d'incertitudes, pas mal de choses que vous ne maîtrisez pas. Et puis on ne sait pas du tout, moi je ne me suis pas du tout projeté pour le moment sur le redémarrage commercial de notre activité. On a arrêté tout contact de prospection, tous les projets qui étaient en cours de discussion avec nos clients, tout ça a été mis à l'arrêt depuis cette semaine. Est-ce qu'on va redémarrer ça à partir du 11 mai? Est-ce que nos clients, nos prospects seront à l'écoute, auront envie de nous parler? J'en doute. Donc je pense qu'on sera très discret commercialement. C'est pour ça que je suis plus inquiet du moyen terme que du court terme. Mais merci pour cet éclairage, pour votre témoignage, Pascal Baillot. Alors je vais d'abord saluer Paul-Henri Dubreuil qui nous a rejoint. Bonjour Paul-Henri Dubreuil. Je vous retrouve dans 2 minutes, mais je voudrais d'abord donner la parole à Patrice Berthe. Vous l'appréhendez comment cette date du 11 mai? Est-ce que c'est vraiment une date importante ou est-ce que déjà l'activité a redémarré chez vous? Non, moi, la date du 11 mai, c'est une étape pour moi. Au moment où le président Macron a annoncé le confinement, nous, on a fait le choix de garder un minimum de production. Alors, pour bien comprendre, notre mode de fonctionnement, c'est que nous, on est sur un marché où on produit des pièces pour le monde du bâtiment dans des délais excessivement courts, puisque j'ai un carnet de commandes en permanence à 3-4 jours. Ce qui fait que moi, en une demi-journée, j'ai perdu 80% du chiffre. Donc, il a fallu que je mette progressivement un certain nombre de collaborateurs au chômage partiel. Et on a fait le choix avec mes associés de garder un minimum de production. Donc, l'entreprise est constituée de 3 associés en plus des collaborateurs. Donc, du coup, il y en a 2 qui sont partis en production. Moi, j'ai assuré un minimum de présence commerciale, d'accueil client et de suivi des devis, saisie des commandes. Et l'objectif était de continuer à rassurer nos clients, à assurer les besoins des quelques clients qui nous faisaient travailler un petit peu tous les jours
pour donner un ordre de grandeur, on traite à peu près en moyenne 70 commandes par jour. Dans les pires de la situation, là, les premiers jours qu'on suivi le confinement, on a tourné à une quinzaine par jour, quoi, une quinzaine de commandes par jour. Mais on était là et on a continué à produire régulièrement. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nos clients savent qu'on est ouvert et qu'ils nous ont redonné des commandes. Certains ont rouvert au fur et à mesure, ce qui fait que du coup, on a gagné en termes de flux de commandes qui nous permet aujourd'hui de faire travailler 3-4 collaborateurs dans l'atelier. On est maintenant, c'est pareil, 2-3 personnes en plus dans les bureaux. Et donc, on adapte le niveau de collaborateurs au niveau des commandes qui nous arrivent et en fonction du type de commande que l'on a aussi. Et donc, tout pour moi, ça, le 11 c'est qu'une étape. Ouais, et tout ça, pour relancer cette reprise, vous l'avez fait dans un cadre très précis. Je crois que vous êtes appuyé sur les documents de l'UIMM pour savoir comment organiser les locaux. Et est-ce que voilà, il y a la partie bureau, il y a la partie atelier avec des contraintes. C'est ça. C'est-à-dire que pour le coup, les chambres syndicales de l'UIMM, que ce soit local ou national, ont été très très réactifs sur le sujet en émettant des guides de manière très régulière avec une mise à jour quasiment quotidienne sur lesquels nous on pouvait s'appuyer et valider toute la partie juridique de la mise à comment dire en sécurité de l'ensemble de notre organisation interne au niveau des salariés, au niveau de l'accès des clients. Alors, tout n'a pas été parfait parce qu'on manquait de gel hydroalcoolique, on manquait de certain nombre de choses comme des masques et ce genre de choses. L'avantage du coup aussi, c'est que bénéficiant d'un atelier de 2000 m² et faisant revenir que 3-4 personnes en termes de production, donc du coup, on élimine pas mal de problématiques de travail en binôme puisque chaque personne est autonome sur sa machine. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent font partie de la métallurgie, mais sachez que pour ceux qui n'étaient pas au courant, le guide est totalement gratuit sur le site de l'UI, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Lui et même Loire-Atlantique met à disposition ce guide. Et comme ça permet de vous rassurer juridiquement et de connaître les bonnes pratiques et les conseils que donne la Chambre. Savoir ce qu'il faut faire pour être dans les règles pour reprendre une activité progressive normale. C'est ça. Et donc vous disiez, ça s'est adapté bien sûr à chaque entreprise, mais c'est une bonne base de travail et il y a des choses sur lesquelles ils donnent des conseils. On n'est pas forcément toujours des choses toutes bêtes, par exemple des catalogues, les retirer des espaces ou des brochures pour éviter la transmission du Covid. Et vous, alors aujourd'hui, là, vous disiez que vous retrouviez un flux de commandes. Vous la voyez comment cette reprise plutôt lente, étalée, ou finalement ça va redémarrer assez vite au fur et à mesure de la réouverture des entreprises? Moi, je la vois assez lente. Comme je disais tout à l'heure, mon marché principalement, c'est le marché du bâtiment. Donc, du coup, au fur et à mesure de la réouverture du chantier, le volume de commandes va progresser. Mais je suis un petit peu comme Pascal. Pour le moyen terme, je suis pas très inquiet parce que tous les chantiers qui sont en cours, il va bien falloir les terminer. Donc, c'est une question de temps, le temps que tous les chantiers rouvrent, que toute l'organisation se mette en place pour pouvoir assurer la fin des chantiers. Maintenant, les grandes questions, c'est de savoir quel va être le niveau de mise en chantier dans les prochains mois. Et ça veut dire que vous êtes en train de revoir votre budget par rapport à celui que vous aviez pu établir, qu'il y a des décisions qui vont être prises. Vous êtes dans quel état d'esprit pour les mois à venir? Moi, je suis dans un état d'esprit positif parce que de toute façon, je ne sais pas être différent, donc je suis assez positif sur le business. Maintenant, il faut être réaliste aussi. On sait qu'on rentre dans une période compliquée économiquement parlant.
Donc du coup, c'est une remise en cause en effet de l'ensemble comment dire, de dépenses au sein de l'entreprise. Je pense qu'un certain nombre d'entreprises vont remettre en cause différentes dépenses qu'elles vont juger pas forcément indispensables. Et donc, en effet, moi, j'ai terminé mon exercice comptable au 31 mars, donc c'est pas le meilleur des débuts pour cette année 2020-2021. Mais je travaille déjà, en effet, sur les budgets avec des projections de chiffre d'affaires et savoir où est-ce que je mets le curseur en termes de dépenses. Donc, c'est une remise en cause d'un certain nombre de dépenses, de niveaux de dépenses que je juge aujourd'hui pas forcément indispensables à l'entreprise. Mais tout ça, parce que quand on a échangé, vous m'avez dit, tout ça avec le souci de préserver les salariés et de garder les compétences. Oui, bien sûr. Oui, c'est un élément qui est très très important chez nous, enfin dans beaucoup d'entreprises. Dans le secteur de la météorologie, vous savez très bien qu'on est en pénurie de postes et de compétences. Donc l'objectif primordial, c'est de préserver les compétences de l'entreprise, donc de préserver l'ensemble des emplois. Donc du coup, il y a des décisions importantes à prendre en vue de réaliser cet objectif et faire en sorte qu'il n'y ait pas de casse sociale dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Merci pour votre témoignage, Patrice Berthe. Paul-Henri Dubreuil, vous nous avez rejoint. Alors évidemment, pour vous, la taille de l'entreprise n'étant pas du tout la même, les problématiques sont sans doute différentes, surtout que vous intervenez dans des secteurs d'activité très diversifiés. Je disais principalement dans la distribution, mais aussi dans le transport aérien. Alors, on va venir au transport aérien, mais dans quel état d'esprit, quels ont été les premiers jours après le confinement et comment vous voyez le déconfinement pour aujourd'hui? Oui, bonjour à tous, j'espère que le micro est bon, fonctionne bien. Oui, on vous entend bien. Non, parce que c'est pas… D'accord. Écoutez, nous, ça a été… alors, dans nos métiers de distribution, comme le disait monsieur à l'instant, on a essayé de garder le lien avec nos clients dès le début. Donc, un certain nombre de secteurs, on a pu rester ouvert, notamment dans l'automobile, qui était considéré comme un métier essentiel. Donc, au début, ça a été dur parce qu'effectivement, faire vivre nos concessions automobiles avec un ou deux collaborateurs qui tournaient les pouces, c'était pas évident. Et puis, semaine après semaine, l'activité est remontée en charge et on a appliqué cette méthode un peu partout dès qu'on a pu réouvrir dans la location de matériel TP. La grille est restée par contre ouverte puisque là, elle était très peu impactée par le Covid. Donc, nous, c'est vraiment d'une filiale à l'autre. On a eu des comportements très différents de marché, mais on a essayé de garder le lien avec nos clients et nos collaborateurs au maximum. Quand la loi le permettait, effectivement, nos hôtels sont fermés, et puis malheureusement, nos compagnies aériennes sont à l'arrêt aussi. Donc, on adapte vraiment en fonction des secteurs et des marchés la réponse, mais en gardant le lien au maximum. Et comment vous êtes organisé? Il y a des règles, alors il y a une partie, j'imagine, en télétravail, une partie mais qui sont en activité, vous le disiez. Vous avez établi un document précis sur la nouvelle organisation? Alors, si vous voulez, nous, le groupe, c'est une trentaine de filiales avec des patrons à leur tête qui sont vraiment des patrons. Donc, on les a laissés prendre de l'autonomie. On a mis à disposition des outils de télétravail. Donc, dès le 19 mars, on avait 400 personnes en télétravail. On en parlait tout à l'heure en réunion. Ça a vraiment bien fonctionné. Donc, ça a été très positif. Et puis, là aussi, filiale par filiale, chacun s'est organisé au mieux et a regret au fur et à mesure. C'est au moins l'avantage du chômage partiel, c'est que c'est très souple. Donc, on regrette des jours un peu plus, un peu moins, et on adapte et on fait un calcul de marge sur coût variable qu'on ne faisait pas jusqu'ici. Et donc, chaque jour, on fait un calcul de marge très précis, filiale par filiale, pour savoir si on regrette avec davantage d'équipiers le jour suivant. Donc, voilà un petit peu notre approche, une approche très pragmatique. Alors, évidemment, tout ça dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité, qui sont plus ou moins simples selon les secteurs. Hein. Effectivement, même pour le siège administratif du groupe, on va plutôt inciter au télétravail pour éviter que les gens se croisent trop. Donc, bon, là, c'est vraiment aussi au cas par cas. On a accès au masque, évidemment, mais ce ne sera pas suffisant. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une crainte des collaborateurs de se croiser, de discuter. Il suffit d'aller acheter le pain pour voir que les gens ont complètement changé de comportement en 6 à 7 semaines. Donc, bon, c'est vraiment des vrais sujets d'inquiétude de savoir comment les consommateurs, les passagers pour nos compagnies aériennes vont se comporter aussi.
Donc tout ça, c'est quand même beaucoup d'inconnus qui s'ouvrent à nous dans les prochaines semaines. Et justement, comme il y a pas mal d'activités chez vous qui ont redémarré, quand vous avez fait relancer des activités, c'était sur la base du volontariat, c'était en fonction des contraintes des collaborateurs, c'était quoi? Oui, c'était sur la base du volontariat, mais effectivement, on avait beaucoup plus de volontaires que de besoins. Donc là-dessus, on n'a pas eu de soucis. On a eu très peu d'exercices de droit de retrait. On est dans des filiales très peu syndiquées. Donc, c'était pas tellement ça le problème. Le problème, c'est d'avoir du business et des clients à servir, parce que quand il n'y a rien à faire, on ne va pas mettre des gens à se tourner les pouces à longueur de journée. Donc, un exemple, dans les pièces automobiles, on a redémarré, on devait être à 15% du chiffre. Aujourd'hui, on est à 60% du chiffre initial. Donc, et c'est ça à peu près dans toutes nos activités. Semaine après semaine, on voit qu'on regagne en moyenne 5% d'activité. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres participants, mais quand même, l'activité repart. Donc, pour nous, le déconfinement du 11 mai est un déconfinement grand public, mais dans le B2B professionnel, ça a déjà démarré depuis 3-4 semaines où les activités sont reparties. Exactement. Et justement, au niveau commercial, alors les activités sont repartis, mais est-ce que, voilà, on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est compliqué de prendre contact avec les clients? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Non, c'est clair que, effectivement, je me suis peut-être pas suffisamment bien exprimé, mais les fonctions qui sont reparties, c'est les fonctions techniques, les fonctions dans nos ateliers, les pièces détachées, mais les fonctions commerciales sont quasiment à l'arrêt depuis maintenant 6 semaines et quelques. Et là, c'est ce qu'on démarrera en dernier parce que les clients ne sont pas du tout réceptifs, que ce soit dans la voiture, le matériel TP, le poids lourd. Honnêtement, les prises de commandes sont très faibles. Mais c'est normal, les gens ont d'autres chats à fouetter que de passer commande de matériel. Donc ça repartira, je l'espère, à partir du mois de mai. Et est-ce qu'il y a des annulations, du coup, enfin Non, honnêtement, on n'a pas d'annulation de commande. Ce qui est positif aussi, c'est que les échéances ont été honorées par l'immense majorité des clients. Donc ça, c'est bien parce que tout le système aurait pu s'écrouler si chacun bloquait les échéances des autres. Donc évidemment, nous, on a fait le nécessaire pour honorer les échéances, mais nos clients, y compris les garagistes, les acteurs du TP, tout le monde a plutôt bien honoré ces échéances. Donc le système, en tout cas, n'est pas bloqué aujourd'hui, mais on va voir les échéances de fin avril si elles passent ou pas. Parce que jusqu'ici, c'était celles de fin mars, celles de fin avril seront peut-être plus difficiles à passer pour nos clients. Alors ça c'était toute la partie distribution. Il y a effectivement un gros pôle chez vous qui est le pôle aérien. Oui. On en est où? Vous avez de la visibilité? Là pour l'instant vos avions sont cloués au sol. Est-ce que vous savez quand ils pourront redécoller? Avec quelles conditions? Écoutez, oui, Orly est fermé depuis fin mars et au moins jusqu'à fin juin a priori. Alors après, on pourrait les faire décoller de Charles de Gaulle, mais de toute façon, aujourd'hui, pour le coup, on a des passagers qui veulent plutôt se faire rembourser leurs billets. Donc effectivement, pour l'instant, on freine un peu parce que c'est une grosse partie de la trésorerie de l'entreprise, même si en l'occurrence, nous, on pourrait les rembourser, mais on préfère proposer des avoirs valables sur les mois qui viennent. Donc ça, c'est le premier point. Bon, après, on continue à vendre des billets, mais à un rythme très faible. Notre chiffre d'affaires est divisé par 15 à peu près. Donc, effectivement, c'est très difficile. On a 12 avions au sol qui sont des grosses bêtes, des Airbus A350 et A330. On a trouvé dernièrement des possibilités de les faire voler en cargo. Donc là, on a fait des vols cargo cette semaine et puis on vient de signer un contrat pour faire un point aérien entre Nantes et la Chine sur Shanghai pour ramener à chaque vol avec notre Airbus A350 000 6 millions de masques. Donc là, on a 18 rotations qui vont démarrer à partir de début mai au départ de Nantes pour donc approvisionner les Pays de la Loire en masques. Donc on essaye de trouver des solutions de substitution pour essayer malgré tout de faire voler nos avions et nos équipages. Puisqu'un avion au sol, ça coûte toujours de l'argent. Et puis les équipages, malheureusement, ne sont pas entièrement couverts par le chômage partiel. Donc on est dans ce cadre, on essaye de trouver des solutions. Mais avant d'occuper 12 avions en cargo, on n'est pas rendu là. Mais bon, je dirais qu'on essaye quand même de s'en sortir, mais c'est très dur. Vous voyez avec Air France qui a demandé effectivement un PGE fort logiquement, parce que tout s'écroule dans ce métier-là. On fera une demande nous aussi pour notre groupe très prochainement. Bon, c'est évident qu'alors qu'on était lancé à pleine vitesse et qu'on était parti pour faire un exercice exceptionnel, le 15 mars, tout s'est arrêté. Et bon, effectivement, à nous de nous adapter, mais bon, c'est particulièrement dur et particulièrement impactant pour les finances du groupe. Justement, vous avez déjà mesuré l'impact pour le groupe de cette crise? Oui, nous c'est clair que notre groupe aurait dû faire 2,5 milliards cette année. On va descendre à 1,8 milliard. Donc, c'est 700 millions de pertes de chiffre d'affaires, dont les 2 tiers sur l'aérien. Donc, oui, c'est très lourd. Bon, après, on est une entreprise familiale, patrimoniale qui a pu effectivement capitaliser sur quelques décennies. Donc,
on va tenir le choc, je l'espère en tout cas, et on va tout faire pour. Mais bon, effectivement, ce dispositif de prêt garanti par l'État pour les grandes entreprises est quand même intéressant. Donc, on va essayer de l'obtenir et nos banques nous ont donné le feu vert. Donc, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir une relation. On a une quinzaine de banques dans le groupe qu'on a réunies dernièrement et donc toutes nous suivent dans notre challenge. Mais c'est un vrai challenge, clairement. Quand vous donnez les chiffres, ça paraît un peu affolant. Dans quel état d'esprit vous êtes? Vous restez confiant Écoutez, quand on est chef d'entreprise, il faut être résolument optimiste, hein, et quand on l'est dans l'aérien encore plus qu'ailleurs, parce que c'est vraiment des activités à forte sensation. Bon, après, effectivement, on se bat. Là, j'étais en visioconf avec tous les patrons du groupe. C'est pour ça que désolé, je suis arrivé un peu en retard. Mais bon, nos gens se battent, il y a une résilience, tout le monde a envie de s'en sortir. Mais bon, effectivement, là, on se retrouve face à des éléments qu'on n'aurait jamais imaginés, même dans nos pires cauchemars. Bon, on pense qu'on va arriver à passer le cap et on fera tout pour. Et effectivement, derrière, comme après chaque crise, il y aura des opportunités à saisir, aussi bien dans l'aérien que dans nos autres métiers. Bon, effectivement, dans l'aérien, l'inquiétude qu'on a, c'est le comportement des passagers. Est-ce qu'ils vont accepter, quelqu'un parlait de la promiscuité tout à l'heure, dans les bus, nous, c'est dans un Airbus, c'est pendant 9 heures. Donc, bon, effectivement, est-ce que ça va être un passager, un siège sur deux? Bon, on attend les règles qui vont être édictées par la profession européenne d'ici 2 ou 3 semaines, et puis on s'adaptera, et puis on fera avec. Merci en tout cas Paul-Henri Dubreuil pour cet éclairage. Vous avez évoqué l'aspect psychologique, on y reviendra avec José Oléron tout à l'heure, l'impact justement, effectivement, beaucoup de choses sur ces questions-là. Maryvonne Leroc-Nocera, alors pour vous, je vous trouve plus, je vous ai perdu. Ah mais bon, ça y est, voilà, vous êtes là. Pour vous, finalement, le 11 mai, ça va pas changer grand-chose parce que vous faites partie des secteurs où l'activité ne s'est pas arrêtée. Alors effectivement, ça va pas changer grand-chose. En fait, si on devra encore s'adapter parce que si nous avons été dans le tumulte de l'émeute, quasiment dans les points de vente, ce 17 mars. Finalement, aujourd'hui, et je prends mon cas, et dans le groupement Intermarché, on est assez nombreux sur le secteur, ce qu'on appelle des saisonniers, sur les secteurs côtiers. Et là, autant on a dû gérer des volumes incroyables, parce qu'il y a eu tout ce déport de la consommation hors foyer qui est revenu dans nos murs, donc ça a été compliqué d'adapter, on en reparlera. Et en fait, maintenant, on est en train de gérer déjà là, sur le mois d'avril, on a dû gérer de la décroissance par rapport à ce qu'on imaginait l'année dernière. Pâques n'a pas eu lieu, les vacances non plus. Et j'ai écouté aussi les mesures du déconfinement qui sont effectivement lentes et adaptables, etc., territoire par territoire. Donc on ne voit pas vraiment bien devant. Donc on fait des pronostics et nous, on va, je pense, commencer à attaquer une phase plutôt décroissante avec toujours une agilité qu'il nous faudra retrouver, mais dans l'autre sens, pour adapter nos points de vente à ce qu'on n'aura pas à faire. Oui, parce que vous avez entendu le Premier ministre, peut-être comme moi cet après-midi, mais c'était clair sur le pont de l'Ascension. Oui, ça sera peut-être un pont, mais pas question trop de bouger. Donc, vous n'aurez pas ces clients-là à ce moment-là, quoi. Oui, alors pour nous, ça pose deux problèmes, j'allais dire, puisque comme les chefs d'entreprise précédents, je crois qu'on est tous pareils. Ce qui a été important à nous s'enfermer, c'était de protéger nos équipes. C'est d'abord ce à quoi on a pensé immédiatement. Et là, ce sera pareil, parce que ce déconfinement par territoire, le manque d'étanchéité entre territoires qu'on a déjà connu, malgré ces règles de confinement strictes dans lesquelles nous sommes encore, et on a pu voir des choses assez étonnantes, d'aller et venir et de retour. Bon. Donc on se dit, voilà, les équipes commencent, et d'ailleurs je compte beaucoup échanger avec eux, parce qu'on va, je pense, voir arriver des gens, voilà, avec des comportements qui ne seront peut-être pas tout à fait adaptés à ce que nous, on vit depuis 17 mars. Et justement, par rapport à peut-être, puisque vous avez continué à travailler tout le temps pour les autres dirigeants qui sont dans cette phase de reprise, comment vous avez adapté l'organisation, comment vous avez expliqué aux équipes comment vous avez fait pour préserver la sécurité de vos collaborateurs dans cette période et assurer la relation avec le client? Alors ça a été une marche forcée. Ça a d'abord été une grande inquiétude
quand c'est tombé. Évidemment, comme Patrice, nous n'étions pas vraiment bien équipés au départ, donc c'était pas très, très simple. Bon, on s'est beaucoup bagarré. Chance de faire partie d'un groupement de cette taille, c'est d'avoir de la réactivité, bien sûr. Donc, on a fait avec un peu des ficelles et des trombones au départ. Des masques, on n'en avait pas. Moi, je suis allée voir mon copain bricomarché qui avait fermé, puisque non essentiel, et je lui ai demandé de me trouver des masques, des visières, n'importe quoi. Bon, et on a pu se débrouiller comme ça. Du gel hydroalcoolique, on a pris tout ce qu'il y avait dans les rayons. Et puis après, très rapidement, on a pu avoir ce qu'il fallait pour protéger nos équipes. On a aussi modifié les horaires de travail, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les collaborateurs qui avaient à mettre en rayon et qui ne nécessitaient pas d'être là pendant les heures de travail comme une caissière, une hôtesse de caisse, eh bien, sont venus travailler beaucoup plus tôt le matin pour ne pas être là pendant la présence des clients. On a modifié les horaires d'ouverture également pour les protéger. Et puis, on a protégé aussi les clients, donc mis en place des plans de nettoyage, de désinfection, d'organisation de briefing régulier de tout le monde pour rappeler les gestes barrières, puisqu'on n'avait pas vraiment l'habitude. Et ça, on le fait encore et régulièrement, car il faut les rappeler sans cesse. Et ce que vous m'avez dit, c'est que la période nécessite beaucoup d'adaptation, de souplesse, et au jour le jour quasiment où il faut s'adapter. Voilà, en fait, c'est vraiment le mot agilité. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons eu une demande de nos drives, puisque moi j'ai un drive accroché à mon point de vente, énorme, puisque moi, en général, en été, parce que je suis extrêmement saisonnière, pour vous donner un ordre d'idée pour les chiffres, au mois d'avril, là, je devais faire 900 000 €, puisque c'était Pâques, avec des vacances très bien positionnées, plus la course de l'EDEC, pour ceux qui connaissent, qui a mené 3000 personnes pendant une semaine. Et en fait, mes résultats sont en train de sortir et je vais faire à peine 600 000 € sur le mois d'avril. Donc, vous voyez, on pense que toute la distribution a, bon, là, j'ai que de la croissance. Et en fait, et pour autant, dans tout ça, il a fallu gérer ce pic énorme. Puis après, une demande de drive énorme où j'étais capable d'en sortir 25 à 28. J'ai organisé le point de vente pour en sortir 42 par jour. Et puis, désaffection des clients. Finalement, les clients ont envie de sortir. Donc, le drive les intéresse moins. Donc, du coup, ça repasse sur le carnage. Enfin, bon, voilà. Et tous les jours, et pareil, on adapte tous les jours le nombre de colis qu'on va recevoir. Tout ça dans une chaîne logistique qui est d'approvisionnement qu'il a fallu remettre, qui avait explosé le 16 mars 2017, ça c'est pour tout le monde, et qui se remet en route lentement. Il a fallu, donc, faut réapprovisionner des produits que les fournisseurs ne livrent pas encore, enfin, toutes ces choses, et en même temps adapter tout ça. Ouais, c'est sportif. Et tout ça, tout ça fonctionne parce que il y a un lien étroit avec les collaborateurs, qui vous avez fait preuve de transparence, vous avez beaucoup expliqué, il y a eu beaucoup de communication. C'est ça l'importance. En fait, c'est la base. C'est la base. Et sûrement que d'avoir, effectivement, puisque moi, je vais monter à 70 personnes l'été, normalement. Ce ne sera pas le cas, je pense, cette année, franchement. Mais voilà, on est près de nos équipes. C'est sûrement beaucoup plus facile que par rapport à des groupes importants. Maintenant, je fais partie d'un groupe où, effectivement, on a aussi un siège avec 2000 collaborateurs. Et là, on arrive aussi par télétravail, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, sur ce point de vente, c'est très clair que on a vécu ensemble, on a co-construit, on était là en système D, on a tout partagé et on a fait ensemble. Donc, on a gagné la confiance. La chance aussi d'être sur un territoire où les gens m'ont dit, bah, évidemment, on est là. La question s'est même pas posée. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et puis après, quand on voit qu'on fait tout ce qu'on peut, qu'on est réactif, qu'on met les choses en place tous les jours, on amenait autre chose. Pareil, on a été très tôt, puisque évidemment, profession en contact direct avec le ministère de la Santé, le guide sur nos professions a été prêt assez vite. Puis le groupement a pu, autour de ça, parfaire le guide et nous donner encore plus d'astuces et de techniques. Et notamment celle de bien faire attention à évidemment respecter beaucoup de points extrêmement pratiques, mais surtout derrière d'en faire des autocontrôles et bien sûr de les garder. Ça, c'est extrêmement important. Merci Maryvonne Leroc-Nocera. Alors vous évoquiez la question de la transparence, de la communication, de la co-construction. Yves Gillet, puisque j'en arrive à vous, vous la préparez comment cette reprise? Avec inquiétude, avec sérénité, en concertation, ça se passe comment chez vous au niveau du groupe?
Non, alors avec bonjour à toutes et à tous déjà. Donc, comme le disait tout à l'heure Paul-Henri, avec une certaine sérénité et confiance. Je crois que c'est le rôle aussi du chef d'entreprise de donner un peu un tempo. J'ai souvent coutume de dire, faut donner envie et rassurer. Je crois qu'il faut marcher sur ses deux pieds tout le temps, hors période Covid ou en période Covid. Et pour moi, cette période-là a un effet, je trouve, amplificateur et accélérateur. Donc, quand on a de bonnes dispositions dans les entreprises, avec un bon ADN, des bonnes relations sociales, je trouve que ça amplifie même la manière de faire les choses ensemble. Donc, on a beaucoup fait avec les représentants du personnel et beaucoup, évidemment, avec les managers. Donc, on a travaillé en proximité forte auprès de chacun des collaborateurs. Donc, nous, comme vous le disiez, nous sommes à peu près 580, mais on a des équipes d'une petite quinzaine de personnes à chaque fois, donc des responsables de pôle par des unités métiers. Et j'ai demandé à chaque manager d'avoir un contact personnel minimum tous les 2 jours. Et ça, depuis le départ. Donc, ça nous permet de savoir précisément où en sont. Alors, bien sûr, il y a l'organisation du travail qui se poursuit, mais aussi ce que vivent personnellement les personnes, parce que on a à la fois des personnalités différentes, avec des gens qui sont très sereins de leur côté, d'autres qui sont d'un naturel plutôt inquiet. Donc évidemment, leur réaction après sera différente, des situations familiales différentes également. On a de jeunes collaborateurs qui viennent d'entrer parfois dans l'entreprise, qui viennent d'une région extérieure et qui ont peu de liens localement, d'autres qui sont plutôt en famille. Donc on voit bien que les situations sont vraiment très diverses et qu'à un moment donné, il faudra s'appuyer là-dessus pour avoir une réponse vraiment personnalisée. Donc nous, alors en 3 mots, enfin 3 types d'activités. On a une activité terrain qui ne s'est pas arrêtée, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs, des écologues notamment, qui vont faire des relevés sur le terrain de végétation, de faune, de flore, etc. Qui qui avaient une capacité à pouvoir travailler puisqu'on les dépendait de personnes d'autres. Donc en respectant les gestes barrières, c'était possible. Donc on a poursuivi. Après, il y a un deuxième type d'activité qui sont les chantiers, notamment les chantiers du BTP. Et là, on est dans un écosystème et on a commencé à reprendre, nous, à partir du 14 avril. Donc, on a voulu être assez proactif par rapport à cette démarche-là et on a sollicité les clients qui eux-mêmes souhaitaient relancer les chantiers, plus les entreprises qui étaient dans le même état d'esprit, de pouvoir expérimenter sur un certain nombre de chantiers, donc ici à Nantes, à Angers, à Bordeaux, à Paris, pour tirer un peu les enseignements, bien sûr basés sur les référentiels qui avaient été mis en place notamment par l'OPPBTP, mais de repartir assez vite en fait. Hein. Donc dès le 14 avril, on a commencé à monter en puissance. Aujourd'hui, on est plutôt à 35% je dirais, d'activité sur nos chantiers. Et puis concernant la partie, puisqu'on fait du conseil de l'ingénierie, donc évidemment beaucoup de télétravail. Hein. Donc dès le 15 mars, on avait 70% de nos collaborateurs qui étaient en télétravail. Et ça se passe bien puisque on constate une productivité qui a baissé de 5%, donc c'est très peu. Finalement, on est performant à 95% en télétravail, y compris avec des situations parfois familiales compliquées. Mais je pense que José Oléron en parlera tout à l'heure. C'est vrai que des parents qui vont commencer tôt la journée de travail, puis après s'occuper des enfants, puis terminer tard, je pense qu'on peut peut-être l'accepter 2-3 jours. Quand ça dure des semaines, à un moment donné, on a le souci aussi de la santé, pas seulement de la propagation du virus, mais de la santé psychique, physique de nos collaborateurs à très court terme et puis à moyen terme, parce que l'année n'est pas finie quand on va rejoindre les locaux. Donc moi j'ai ce souci de la durée. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que effectivement, et ça Pascal Bahuot l'a dit aussi, on a des collaborateurs qui souhaitent reprendre parce qu'ils se sentent soit isolés chez eux, soit pas dans des conditions de travail efficaces. Et comme ils sont engagés par rapport à l'entreprise, ils souhaitent se donner les meilleures conditions. Donc, il y avait une attente de collaborateurs de revenir sur les sites.
Et puis, on a parfois des besoins aussi de travailler encore autour d'une table, autour de plans, donc en équipe projet. Alors, c'est pas toute la semaine, mais de temps en temps, il y a des moments forts où s'il manque une ou deux personnes, eh ben, c'est toute l'équipe qui est pénalisée. Donc, on suscite le fait que des personnes puissent revenir. Et du coup, on a travaillé depuis 3 semaines à peu près sur les conditions de retour dans les sites et ça, en ne tenant pas compte, je dirais, du 11 mai. Moi, je rejoins là aussi Paul-Henri. C'est pour moi grand public. Alors, même si dans l'esprit de certains collaborateurs, c'est une date pivot, nous, en termes d'organisation, ce n'était pas le cas. Donc, on a recommencé officiellement, on a réouvert les sites hier, donc à Nantes. Et l'idée, c'était d'y aller vraiment progressivement entre le 27 avril et le 15 juin. Donc, bon, je ne savais pas à l'époque qu'effectivement, Édouard Philippe allait préconiser d'aller jusqu'au 2 juin. Ben, nous, on a prévu jusqu'au 15. On se doutait quand même que, compte tenu de la reprise, notamment de l'activité scolaire, ça prendrait un petit peu de temps. Et puis, comme on a constaté, puisqu'on mesure notre productivité en temps réel, hein, bah, on avait constaté qu'on n'avait pas beaucoup de chutes en fait de productivité sur le télétravail. Donc, du coup, on pouvait le prolonger. Donc l'idée, c'était de commencer le 27 avril avec à peu près 10% des effectifs et pour arriver autour du 11 mai, même si ce n'est pas une date pivot, autour de 50-60% à peu près, pour être à 100% au 15 juin. C'est ça, c'est un petit peu ça l'idée. Mais Et, avec un cadre très précis, c'est ça, il y a un cadre très précis. Vous m'avez parlé d'un alors, document de 30 pages qui oui, oui. précise Bah oui, mais finalement, c'est très assez. Ah oui, clairement dans quelles alors. conditions. Oui, donc on a effectivement fait, alors à la fois sur les chantiers, c'est très encadré avec des fiches très, très précises sur toutes les situations que peut rencontrer un collaborateur du départ de son domicile, les transports, arriver au bureau, comment il repart, comment il rencontre les entreprises, comment il pilote ce chantier. Et c'est pareil au niveau de l'arrivée dans les locaux. Donc on prend entre guillemets en termes de communication et de responsabilisation les collaborateurs de leur domicile jusqu'au retour chez eux. Et donc, et effectivement, ça donne lieu à un document d'une trentaine de pages qui peut paraître lourd au départ, mais évidemment, il y a beaucoup de schémas. Voilà. Et derrière, on a des communications un peu plus rigolotes, on va dire. Donc, par exemple, sur le siège où on a 300 et quelques collaborateurs, donc une petite vidéo qui retrace un petit peu le parcours quand on arrive. Et finalement, moi, je prenais une petite métaphore rigolote, c'est de dire quand vous expliquez à quelqu'un comment il va s'habiller le matin, effectivement, vous pouvez en faire 30 pages en disant je vais laisser mes chaussures, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Quand vous le faites machinalement. Donc l'idée, c'est qu'au bout de 48 heures, quand les personnes l'auront fait, ça devient relativement machinal à partir du moment où la signalétique a été mise en place, un seul sens de circulation, les espaces bureaux, enfin tout est évidemment organisé. Et on considère aussi que cette montée en puissance, ça nous permet d'avoir des ambassadeurs pour au moment où leurs collègues arrivent, il y a des gens qui sont déjà habitués, donc le flux est déjà un peu organisé et ils peuvent être en soutien pour les collègues qui arrivent. Et puis, ce sont aussi des témoignages justement par rapport à ceux qui sont plus inquiets, et c'est légitime, on doit le prendre en compte, des collaborateurs qui se sentent pas de revenir quand ils voient des témoignages sur Yammer, le réseau social, etc., que finalement, bah oui, la personne appréhendait un peu d'aller sur un chantier, puis ça s'est bien passé, puis finalement il a trouvé un plaisir, puis etc. Il le vend beaucoup mieux de pair à pair que de la direction aux collaborateurs. Et donc on essaie de faire témoigner effectivement et de relater ce qui se passe un peu dans ce monde nouveau d'un siège qu'ils ont quitté il y a 2 mois. Ça, c'est pour l'organisation, parce que le temps passe, je vois, et je voudrais vraiment qu'on puisse prendre le temps d'écouter José Oléron. C'est sur la stratégie et sur quelles conséquences de cette crise sanitaire sur l'entreprise de demain. Alors, donc il se trouve que nous travaillons sur des sujets comme le changement climatique, la mobilité douce, les économies d'énergie, les énergies renouvelables, l'alimentation en eau. Ce sont des préoccupations, je dirais, qu'on aura demain encore. Donc, sur le fait qu'il y ait des marchés dans ce domaine-là, je ne suis pas inquiet. Les types de prestations ou d'investissements, les types d'investissements seront différents, donc les types de prestations aussi. Mais comme on a une capacité à s'adapter, moi je suis très confiant sur le fait qu'on s'adaptera et on fera d'autres types de missions dans ces champs d'expertise que l'on maîtrise. Nous, on a eu la chance de ne pas avoir
trop de. Alors même si les consultations ont été divisées par 3, nos commandes, on a fait à peu près moins 20% au mois d'avril, donc ce qui n'est pas trop problématique. Ce qu'on va connaître comme difficulté, nous, est lié aux élections municipales qui n'ont pas eu lieu. Et donc, on a pendant au moins 6 mois, enfin de mois de mars jusqu'à on ne sait pas quand, au moins la fin de l'année maintenant, un frein sur de nouveaux projets qui pourraient être initiés par les nouvelles équipes municipales, voire des équipes en place qui sont un peu frileuses sur la relance de certains chantiers qui pourtant pourraient être actifs. Donc, voilà, si je résume, c'est que vous vous êtes remis en dynamique, que vous êtes plutôt malgré tout optimiste. Et vous m'avez dit, même quand on a échangé pour préparer cet échange de ce soir, que vous pensiez que vous alliez ressortir plus fort finalement de cette crise sanitaire. Oui, on en a même fait un chantier, sortir renforcé, effectivement. Et donc, moi, j'ai voulu qu'on le décline à partir d'un certain nombre d'items. On ne va pas rentrer dans le détail, mais exemple sur le développement, de développer certaines prestations qu'on n'avait pas forcément envisagé de développer, soit en termes de formation, en assistance à maîtrise d'ouvrage. Et ce sont des missions ou des produits qui sont déjà au point. Et on a profité du confinement pour faire cela. Et puis, comme toute entreprise ou toute celle autour de la table, on voit bien que même si on pratiquait un peu le télétravail, beaucoup le numérique, je pense qu'on va en ressortir un certain nombre de choses quand même sur la manière dont on organise nos réunions, nos CODIR, des AG, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une AG en 2 heures avec des gens des 4 coins de la France, validés. Sinon, on serait tous retrouvés à Paris. C'est dommage pour le transport, Paul-Henri, mais je pense que oui, on va bouger des lignes et ça fera peut-être des économies et des économies de CO2 dans certains cas. Mais merci Yves Gillet, je sais que voilà, vous êtes enthousiaste et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je veux qu'on consacre un moment sur cet aspect psychologique de cette crise sanitaire. Et j'en arrive à vous, José Oléron. Vous avez entendu tous ces témoignages, c'était riche, c'était dense, mais alors aujourd'hui, quel impact alors pour les salariés mais aussi pour les managers et les dirigeants. Alors on va commencer d'abord par les salariés. Qu'est-ce que vous voyez déjà vous apparaître en consultation? Quelles sont les craintes que vous pouvez avoir? Pour moi, il y a vraiment un type de difficulté qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Le Lancet, qui est un journal scientifique qui fait autorité sur le plan international, a sorti une étude en février 2020, donc très récente, une méta-analyse qui montre que lors d'un confinement, indépendamment du reste, le simple fait d'être confiné génère des troubles psychologiques chez 30% des collaborateurs. 30% des personnes confinées développent des troubles psychologiques. C'est une personne sur 3. Alors, ça peut être des troubles anxieux, ça peut être des troubles dépressifs, etc. Alors, plus ou moins importants, sont des troubles qui peuvent se manifester maintenant, pendant le confinement, ou à distance du confinement. Ça veut dire que c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Alors, les managers, et j'en ai eu quelques-uns au téléphone, ont pris soin de leurs collaborateurs en étant très présents, en prenant de leurs nouvelles, etc. Et eux, je trouve, se mettent en risque de burn-out parce qu'ils sont très attentifs aux besoins des autres, quid des leurs, puisque on est effectivement dans une nécessité d'adaptation. Vous savez, dans les phases de l'adaptation, il y a l'adaptation immédiate avec l'adrénaline, etc. Ça, c'est la réunion de cellules de crise, etc., qu'on a eu juste au moment du confinement. Et là, on est entré dans une zone de résistance. On est en train de faire un marathon, et un marathon dont on ne connaît pas la ligne d'arrivée. Et ça met en jeu d'autres facteurs neuro-endocriniens. Je travaille beaucoup sur le burn-out. Et c'est vraiment la période où il est important d'être en conscience de l'énergie qu'on dépense et de la manière dont on la ressource, cette énergie, pour rester à l'équilibre et pas se retrouver en risque de burn-out. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Il y a les troubles psy qui sont inhérents au confinement, il y a le burn-out, et puis ce qu'on vit sur un plan psychologique, ça s'appelle un trauma. C'est un traumatisme,
C'est-à-dire qu'on a un trauma individuel avec la peur de la pandémie, avec la peur vis-à-vis de notre économie, de notre style de vie, les peurs environnementales dont on parle beaucoup. Et on peut développer alors c'est un trauma individuel pour chacun d'entre nous, et c'en est un aussi pour nos organisations. Et le risque, c'est de développer des troubles de stress post-traumatique à distance. Et ce sur quoi j'avais vraiment envie d'attirer l'attention de tout le monde, c'est que je vous sens tous hyper positifs, on y va, on se bat, etc. C'est super. Il y a juste un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour éviter le trouble de stress post-traumatique, avant que les personnes soient en mesure de se projeter dans un demain, il faut leur laisser le temps de verbaliser ce qu'ils ont vécu. Et quand on a très envie d'y aller, de se battre, de trouver des moyens d'adaptation, le risque, c'est de chanter cette phase absolument nécessaire à la résilience, qui est la verbalisation. Ça veut dire que dans un monde idéal, il faudrait vraiment que dans toutes les équipes, il y ait la possibilité d'avoir un temps d'échange, de partage, d'écoute. Alors j'entendais Maryvonne qui disait on l'a vécu ensemble, on a partagé, etc. Ça c'est c'est le plus formidable vecteur de résilience. Le lien social. Et c'est vraiment un des aspects qui est à privilégier. Là, on a très envie, j'entends bien, d'être dans l'action. Et en même temps, il est très important de privilégier un temps de parole. Alors, c'est difficile d'accepter d'écouter quand on a envie d'aller en découdre. Et pourtant, je pense qu'il faut vraiment être attentif à ça maintenant, là, dès que les gens reviennent. Parce qu'en plus, j'entendais aussi, puis je voyais les questions arriver, il y a aussi un risque de désadaptation au travail. Il y a des gens qui risquent de ne pas avoir envie de revenir. Hein. Oui, on en voit qui se sont habitués au télétravail, finalement, qui se sont habitués à un autre rythme et qui pourraient être tentés de se complaire dans ce rythme-là, quoi. Je pense que là, il y a une histoire de cycle qui n'est pas le même pour tous les individus. Mais à un moment donné, le télétravail va forcément générer un manque en termes de relations sociales. Il y en a peut-être qui vont s'en fatiguer un peu plus vite que d'autres un peu plus tardivement, mais logiquement, ça, c'est l'envie de revenir au sein de l'entreprise va revenir forcément. Certains peut-être un peu plus tard que d'autres, mais normalement, le besoin de relations sociales, l'être humain est un être relationnel. Hein. Rares sont les humains qui sont des solitaires. Mais donc, ce que j'entends, c'est que ce temps d'écoute, il faut vraiment que là, chaque manager, chaque dirigeant prenne conscience que avant, c'est bien de vouloir relancer la machine, c'est bien de se projeter, mais qu'il faut peut-être prendre ce temps maintenant pour écouter les collaborateurs, pour leur demander comment vous avez vécu cette période, et que ce temps-là, ça sera du temps gagné pour demain, c'est ça? Oui, très largement, parce que si on prend le temps maintenant, enfin moi j'ai longtemps été urgentiste avant d'être généraliste puis thérapeute, prendre juste le temps de débriefer sur ce qu'on a vécu, comment on l'a ressenti, quelles émotions, permet de désamorcer la mise en place d'un trouble de stress post-traumatique qui pourrait, dans 3 mois, 6 mois, consommer énormément de temps et d'énergie. C'est-à-dire que le temps qu'on va prendre maintenant pour débriefer de ce qu'on a vécu, va nous gagner beaucoup de temps après. Et c'est le fait d'accepter cette idée de, entre guillemets, perdre du temps maintenant là-dessus, à un moment où on est en décalage parce qu'on a envie d'y aller. Et pour autant, il faut rester, c'est vraiment être dans la présence à l'autre, aux collaborateurs, etc. Et prendre soin de soi aussi. Hein. Attention à ça. Moi, j'ai des managers au téléphone, puisque je télétravaille, enfin, moi aussi je télétravaille, qui commencent à se rendre compte qu'ils sont aussi un peu épuisés émotionnellement. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée, on n'a pas compté son temps, on était un peu sur tous les ponts, justement pour préserver les équipes, et on s'est un peu oublié, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée, ouais. Donc il faut réapprendre à avoir des vrais moments de pause, des vrais moments où on fait une coupure avec le travail, c'est ça?
Oui, parce que on a des éléments nouveaux qui arrivent en permanence, que ce soit des notions scientifiques concernant le virus, son mode de fonctionnement, la manière de s'en prémunir, etc. Les règles qui sont édictées, qui changent en permanence. On peut avoir tendance à avoir envie d'être en permanence branché. Et je pense qu'il faut délibérément se débrancher. C'est-à-dire décider des moments où on se tient informé et puis décider des moments où stop, on arrête tout et on va faire autre chose. Hein. Jardiner, faire de la musique, lire, enfin vraiment s'obliger à des temps de pause. S'obliger à faire de l'exercice physique parce que l'exercice physique est un très bon moyen de gestion du stress à long terme. Ça devrait être quelque chose. C'est quelque chose qu'on devrait s'imposer de faire de l'exercice physique régulièrement, hein, reprendre des rythmes. De manière à éviter parce qu'on est dans un effort d'adaptation qui va être un effort à long terme. Merci José Oléron pour cet éclairage. Je vois que le temps passe et j'ai vu pas mal de questions passer. Sébastien Chadourne, peut-être consacrer maintenant un petit moment à essayer de répondre aux questions qui sont arrivées. Merci à tous pour vos interventions passionnantes. En fait, moi j'en ressens, j'ai l'impression que l'audience est très très studieuse, à l'écoute et boit les paroles des intervenants. J'ai 2-3 questions principales sur des registres un peu différents. Une question qui a été posée sur les activités et le respect des règles de prévention, avec le refus justement de certains collaborateurs d'adhérer en fait à ces règles-là et donc ne pas vouloir reprendre le travail. Est-ce que peut-être Patrice ou d'autres intervenants, Pascal ou Paul-Henri, vous avez vécu ces situations-là également et comment est-ce que vous avez, j'allais dire, contré ou rassuré ces collaborateurs qui au départ pouvaient peut-être refuser de retourner sur le chantier ou au travail? Non, non, j'ai pas vécu. Maintenant, pour avoir eu des relations assez poussées justement avec le syndicat patronal dont je parlais tout à l'heure, il s'avère que si vous appliquez strictement à la lettre l'ensemble des consignes édictées par la branche professionnelle dont vous faites partie, et qu'à ça vous ajoutez beaucoup de dialogue et beaucoup de bienveillance avec votre salarié, et essayer de comprendre quels sont ses freins, a priori, il n'a pas à refuser à revenir à la condition que vous respectiez l'ensemble des conditions. C'était un des thèmes et une des craintes au niveau de la chambre de la métallurgie, et le fait de signer avec des syndicats des accords font que ça a quand même un poids assez important. Mais maintenant, il faut être dans le dialogue avec le salarié et essayer de comprendre quels sont ses freins. Maryvonne, de votre côté, vous qui êtes, il y avait des collaborateurs en contact direct et permanent avec des clients, des retours d'expérience à nous faire part? Là-dessus, non. Moi, j'ai eu la chance, très certainement, d'avoir aucun collaborateur qui se disent ou qui craignent, etc. Alors, toujours pareil, hein, dans le dialogue, dès qu'on leur apporte de quoi se protéger, qu'on leur explique, c'est même moi qui les rappelle à l'ordre. Quand j'en vois deux qui discutent malgré un masque à moins d'1 mètre, je leur dis, il faut 1 mètre. Donc, je suis désolée, ça sonne en même temps. Je suis désolée. Bon, voilà, donc, quand on partage ça, les choses sont plus aisées, quoi. Même à 30, on y arrive. Après, je comprends qu'un manager qui soit en face avec des gens ait la chance aussi de n'avoir personne avec quelqu'un de malade chez lui. Donc lui, peut-être, je pense que ça en rajoute quand même beaucoup. Voilà, puisque nous, on a des publics, donc les gens sont un peu inquiets. Donc on a mis aussi tout en place à l'entrée du magasin, et ça très très vite, pour que les clients puissent le gel pour nettoyer les caddies, enfin, tout ça pour rassurer non seulement la clientèle, mais aussi les collaborateurs qui se sentent plus sécurisés. Protégés. Très bien, merci. Une autre question sur un registre un peu plus lié aux investissements. Certains d'entre vous ont évoqué pas particulièrement de crainte sur du court terme, mais sur du moyen long terme. Une question qui ressort, quels sont les premiers investissements qui, à votre avis, pourraient être décalés dans vos industries respectives?
Alors personnellement, moi j'avais 2 croissances externes. Il y en avait une assez modeste et assez stratégique, notamment par rapport à la dirigeante qui nous rejoindrait au niveau de l'équipe de direction, et ça je vais poursuivre. Et la seconde, il est probable qu'on attende d'y voir un peu plus clair dans les mois qui viennent. D'accord. Ouais, il y avait des investissements machines que j'avais prévus, que je vais mettre un peu en attente pour voir comment évolue le business. Et puis, il y avait également un recrutement de prévu qui est aujourd'hui pas annulé, mais qui est suspendu jusqu'à une plus grande visibilité du niveau de marché, du niveau de reprise des commandes, quoi. Moi, je rebondis sur ce que dit Patrice. Les investissements, c'était les investissements en hommes, des embauches qu'on avait prévues. Alors, on en a confirmé quand même 2, parce qu'on a quand même confiance dans l'avenir. Donc, on a embauché 2 personnes pendant cette période de confinement. On a d'autres projets de création de postes. Et là, pour le moment, on les met en attente d'y voir un peu plus clair. Très bien, merci. Sur un autre registre plus lié pour le coup au virus, au Covid-19, est-ce qu'un intervenant a eu affaire à un collaborateur qui était contaminé et comment est-ce qu'il a, et d'une, géré ce collaborateur-là et surtout la communication autour de cette contamination? Alors moi j'ai eu un cas d'un directeur régional dans l'Est, donc il n'a pas été, il a été hospitalisé une demi-journée, donc par contre ça a quand même duré 2 semaines. Il a été assez sévèrement touché. Maintenant tout va très très bien. Donc la communication, on a considéré que son équipe et les personnes avec lesquelles il avait été en proximité se devaient d'être informés. Donc son manager, les RH. Par contre, on n'a pas communiqué, on considère qu'il y a aussi un secret médical, donc on n'a pas communiqué le nom de la personne au niveau global de l'entreprise. Lui, après, il a été confiné chez lui, à l'intérieur, quand les choses se sont produites. Et il n'y a pas eu donc c'était pas une grosse équipe, ils étaient une vingtaine, mais ça n'a pas posé de difficultés particulières. Très bien. Peut-être une dernière question qui touche peut-être justement et qui va être positive pour le rebond. Une proposition a été faite et les aides vont dans ce sens-là pour prendre en charge en fait un financement à 100% des formations des collaborateurs pendant l'activité partielle. Est-ce que certains d'entre vous ont décidé de bénéficier de ces aides-là justement pour faire monter en compétence les collaborateurs et peut-être avoir une offre beaucoup plus dense, comme ce que tu évoquais Yves tout à l'heure, et renforcer des nouvelles offres ou un savoir-faire nouveau? Alors là, je peux rebondir parce qu'effectivement, nous, il y a des formations qu'on n'avait pas prévu de faire, notamment en sécurité ferroviaire. Et comme ça va être dans les enjeux au niveau transport, il y a des programmes d'investissement qui vont sûrement se poursuivre dans le ferroviaire puisqu'il y a un gros besoin. Donc, on va accélérer, enfin, c'est lancé d'ailleurs cette démarche-là. Et on a aussi créé, comme on a une école interne, Caran, donc on a créé plusieurs formations, notamment sur la prise en compte de l'environnement dans des projets. Et on a 60 stagiaires qui vont être formés dans le cadre de ce dispositif. Et ces formations sont faites à distance systématiquement, on est d'accord? Oui, tout à fait. Par groupe de 10. D'accord. Voilà. Très bien. Je pense que le Meetup Café du Boss numéro 4 touche à sa fin. Sophie, je vais te passer la main pour une conclusion. Oui, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Le monde nous est tombé sur la tête. Toute la Gaule, et plus encore, est occupée par le Covid-19. Le 12 mars, avec l'allocution d'Emmanuel Macron annonçant le confinement à compter du 17 mars, le monde nous est tombé sur la tête. Et puis depuis, plane au-dessus de nos têtes un gros nuage noir qui, chaque jour, nous assène son lot d'embûches. Nous avons entendu notre barre d'assurance Tourix, notre Premier ministre Édouard Philippe annoncer les prochaines étapes qui passent pour les 3 prochaines semaines
à compter du 11 mai pour nos entreprises par plusieurs étapes. Le maintien du télétravail tant que possible pour limiter les transports et notamment les transports interrégionaux. Quand le télétravail n'est pas possible, la mise en place d'horaires décalés pour faciliter les gestes barrières, la réouverture des commerces à l'exception des cafés et restaurants, la prolongation du recours possible à l'activité partielle jusqu'au 1er juin et l'obligation pour les entreprises de fournir des masques dits grand public lavables. Cette période, elle est incroyablement riche en enseignements et je voulais en partager un avec vous. Nous tous, avec vous tous qui nous écoutez, nous sommes des irréductibles Gaulois. Et notre potion magique, très puissante dans notre belle région, c'est l'intelligence collective. Alors nous, ce qu'on voit chez Boss2Boss, depuis le début du confinement, on a fait quelques comités stratégiques et la visioconférence n'a pas eu raison de la magie des moments partagés. Quelle puissance dans les retours des boss à nos clients qui vivent une situation commune avec autant de spécificités chacun. Partager des regards croisés dans ces moments où l'après est abstrait permet de bien s'armer pour le moment présent. Les Romains n'ont qu'à bien se tenir. Je voudrais mettre en lumière une des entreprises que nous accompagnons. Alors, comme toutes les entreprises que nous accompagnons, nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, je voudrais parler en particulier de Cairn Gonflable, qui est dirigée par François Auger. Peut-être certains d'entre vous connaissent. L'activité de Cairn, c'est de proposer des services autour des structures gonflables, en particulier pour l'événementiel. Une bonne partie de l'activité de Cairn Gonflable, c'est d'accompagner les événements sportifs. Vous imaginez la catastrophe économique du Covid-19 pour l'entreprise de François. Son panier de commandes s'est retrouvé vidé mi-mars du jour au lendemain. Il vient d'apprendre, d'ailleurs cet après-midi, comme nous, l'arrêt de tous les événements, notamment sportifs, jusqu'à septembre au moins. François fait partie des irréductibles Gaulois pour qui la résilience n'est pas qu'un concept. Grâce notamment à une mise en relation par la CCI, il a décidé de rouvrir son atelier pour fabriquer des masques et des blouses pour les hôpitaux de Nantes. Ou alors, comment allier rebond et solidarité. Je vous invite d'ailleurs, si vous en avez besoin, à visiter le site web cairn-gonflable.com. Vous pourrez acheter des masques et des écrans de protection pour vos entreprises. François est, à l'instar d'Astérix et puis des boss qui témoignent aujourd'hui, un guerrier à l'esprit malin. Et ils ne sont pas les seuls. Pour citer une autre initiative, parmi beaucoup la profusion d'initiatives qui existent, qui allie opération business et solidarité, je voulais parler aussi d'un brin de solidarité qui permet d'offrir un brin de muguet, parce que c'est la saison, pour les soignants, et par là même de contribuer à la survie d'un producteur de muguet. Ces heureuses initiatives se multiplient et donnent du baume au cœur. Et parce que ces meet-up Café du Boss, qui sont aussi notre modeste contribution à cet élan solidaire, ne seraient pas possibles sans eux, je voulais remercier les partenaires de Boss2Boss qui rendent ces moments possibles. D'abord WD Group et notamment l'équipe Défi Connect, Réseau Entreprendre, NAPF, et puis API Ouest France. Merci Florence pour la préparation et l'animation de ce meet-up. Votre soutien à tous est bien plus précieux que de la poudre de perlimpinpin. Merci à vous aussi autour de ce micro qui avait apporté votre vision. Pascal Bayot, SIB, Patrice Berthe, ABC Pliage, Paul-Henri Dubreuil du groupe Dubreuil, Marie-Yvonne Nocera d'Intermarché, Yves Gillette Caran, José Oléron, médecin et psychothérapeute. Merci à vous tous d'avoir été présents parmi nous ce soir. Merci pour vos témoignages sympas. Nous aurons certainement l'occasion de vous retrouver si vous le souhaitez pour un Meetup 5. Et avant de pouvoir faire notre grand banquet de happy end, restez à l'écoute de vos équipes. On évite le trouble post-traumatique, n'est-ce pas José? Et restons connectés.